L'air du cimetière de Saint-Étienne avait toujours cette odeur de terre humide et de bois en décomposition. Pour les passants, ce n'était qu'un endroit rempli de tombes et de pierres tombales, envahies par la mousse. Mais pour Louis, cet endroit était presque une seconde maison. Pendant 20 ans, il avait travaillé là, creusant des fosses, disposant des niches et veillant à ce que les défunts reposent en paix. Du moins, c'était le cas auparavant. Dernièrement, quelque chose avait changé. Au début, il n'avait prêté attention qu'à des détails insignifiants. Une pierre tombale déplacée, une ombre furtive entre les mausolées, alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Mais quand des tombes avaient commencé à apparaître ouvertes, l'inquiétude s'était muée en quelque chose de bien plus sombre. Ce n'étaient pas des vols ordinaires. Personne ne prenait d'objets de valeur ni de bijoux. Ce qu'on retrouvait, c'étaient des cercueils vides, les vêtements encore en place, intacts, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était emparé uniquement des os, laissant le reste derrière lui. « Ce n'est pas normal », murmura Louis, en essuyant la sueur sur son front avec la manche de sa chemise. Il tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'animaux, peut-être des chiens errants, affamés. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça. Les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre dans le village. Certains parlaient de pilleurs de tombes, d'autres disaient que le cimetière était maudit. Et les plus âgés assuraient que les morts réclamaient quelque chose qui leur appartenait. Mais Louis n'était pas du genre à croire aux histoires effrayantes, du moins jusqu'à cette nuit-là. Alors qu'il effectuait sa ronde avant de partir, un bruit attira son attention. Un froissement léger, comme si quelque chose rampait sur l'herbe. Il s'arrêta net, un frisson parcourant son dos. Il scruta les alentours, cherchant l'origine du son, mais il ne vit rien. Seulement les tombes, immobiles sous la lumière pâle de la lune. Il fit un pas en avant, son cœur battant plus vite que d'ordinaire. Peut-être était-ce son imagination, peut-être était-il simplement fatigué. Mais alors, il l'entendit de nouveau. Un craquement. Ce n'était ni un animal, ni le vent. C'était autre chose, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Et juste au moment où il allait se retourner pour quitter le cimetière, une voix tremblante et basse s'éleva de l'obscurité. « Louis, tu as entendu ça ?» C'était Paul, l'un des fossoyeurs. Il se trouvait à quelques mètres, à moitié caché derrière une pierre tombale, serrant sa pelle des deux mains comme une arme. Son visage était livide, ses yeux écarquillés de stupeur. C'est à cet instant que Louis comprit qu'il ne s'agissait pas de son imagination. Quelque chose clochait véritablement dans le cimetière de Saint-Étienne, quelque chose qui les observait. Un frisson remonta le long de sa nuque. Paul n'était pas un homme facile à effrayer. Cela faisait presque 10 ans qu'il travaillait ici, habitué au silence pesant et à la solitude de la nuit. Mais maintenant, il haletait légèrement, ses mains tremblaient sur le manche de sa pelle et son regard anxieux fouillait les ténèbres. « Dis-moi que toi aussi tu l'as entendu », chuchota Paul figé sur place. Louis acquiesça lentement. Il ne voulait pas l'admettre, mais une présence pesante, presque suffocante, emplissait l'air autour d'eux, comme si le cimetière lui-même retenait son souffle. Un vent soudain s'engouffra entre les tombes, soulevant des feuilles mortes et projetant de la poussière dans l'air. Louis se retourna vivement, convaincu d'avoir vu une ombre bouger entre les mausolées. Paul l'avait remarqué aussi. « Là-bas », murmura-t-il en désignant l'une des plus vieilles tombes, là où la lumière de la lune peinait à atteindre. Un instant, tout redevint silencieux. Pas un cri de grillon, pas le ululement d'une chouette, pas le moindre bruit provenant de la place du village. Rien. Puis, le murmure revint. Un chuchotement étouffé, traînant, comme si quelqu'un murmurait juste derrière eux. Le cœur de Louis s'accéléra. Paul serra les dents, avalant difficilement sa salive. « On n'est pas seul », souffla-t-il, à peine audible. Louis voulut répondre, mais une autre sensation attira son attention. Parmi la brise nocturne, une odeur étrange flottait dans l'air. Ce n'était pas le parfum habituel de la terre humide, ni celui des fleurs fanées laissées par les visiteurs. C'était plus fort,
plus pesant. Une odeur de putréfaction. Paul l'aperçut aussi. Il plissa le nez et recula d'un pas. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il. Louis prit une grande inspiration, tentant de garder son calme. La solution la plus rationnelle était qu'un animal avait déterré quelque chose. Un chien errant, sans doute. Oui, ça ne pouvait être que ça. Mais alors, un bruit sec retentit derrière eux. Paul tourna si vite la tête qu'il manqua de lâcher sa pelle. Son visage se figea dans une expression de terreur pure. « Louis !» souffla-t-il. Louis suivit son regard. À quelques mètres, une silhouette glissait entre les sépultures. Grande, voûtée, elle avançait lentement, comme si elle flottait au-dessus du sol. Aucun pas ne résonnait, seulement un murmure à peine perceptible, comme si elle parlait une langue inconnue. Paul recula, trébuchant contre une pierre tombale. Le cœur de Louis battait si fort qu'il en sentait les pulsations résonner dans ses tempes. Puis, la silhouette s'arrêta. Elle demeura immobile, comme si elle venait de les remarquer. Et lentement, très lentement, elle tourna la tête vers eux. Un frisson glacé parcourut l'échine de Louis. Il ne distinguait pas son visage, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle les fixait, dans cette immobilité inquiétante qui éveilla en lui une peur viscérale, primaire. Paul serra sa pelle si fort que ses jointures blanchirent. « Elle nous a vus », chuchota-t-il, sans détourner le regard. La silhouette ne bougea pas, mais la sensation d'être épié s'intensifia. Tout en Louis lui criait de fuir, de ne pas rester là, mais ses jambes refusaient d'obéir. L'air autour d'eux semblait plus lourd, figé, comme si la nuit elle-même s'était arrêtée. Puis, un coup de vent soudain fit tourbillonner poussière et feuilles mortes entre les tombes. En un battement de cils, la silhouette disparut. Louis et Paul échangèrent un regard. Aucun des deux n'osait parler en premier. Paul haletait, sa poitrine se soulevant de façon irrégulière. Louis passa une main tremblante sur son visage, tentant de se convaincre que ce qu'ils venèrent de voir n'était pas réel. Mais ça l'était. Et dès cette nuit-là, les rumeurs commencèrent à se répandre dans le village. Dans l'épicerie de M. Émile, dans le bistrot de M. Alfred, à l'église pendant la messe du matin, tout le monde parlait du cimetière de Saint-Étienne. « Quelque chose ne tourne pas rond, là-bas », murmuraient les plus anciens, le front plissé d'inquiétude. « Les morts ne trouvent plus le repos », disait Madame Marthe, la guérisseuse du village, en allumant une bougie sur le seuil de sa maison. « Celui qui trouble le sommeil des défunts en portera le fardeau. » Dans le bistrot, les hommes buvaient en échangeant des histoires. Certains juraient avoir entendu des voix dans la nuit. D'autres prétendaient avoir aperçu des silhouettes se mouvant entre les tombes. « Je le jure devant Dieu, j'ai vu quelque chose », déclara Paul d'une voix tendue. C'était une ombre immense. Elle ne marchait pas, elle glissait. « Tu es en train de nous dire que tu as vu un fantôme ?» rétorqua Rémi, le forgeron du village, les sourcils froncés. Paul serra la mâchoire, cherchant les mots. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était rien de bon. Les regards autour de la table se firent graves. Personne n'osa en rire. Dehors, le vent souffla brusquement, faisant grincer le bois de la porte. L'histoire était déjà suffisamment inquiétante, mais la peur se transforma en panique lorsqu'un homme disparut quelques jours plus tard. Monsieur Mathieu, le plus vieux fossoyeur du village. Un homme obstiné, presque septuagénaire, qui n'avait jamais manqué une seule journée de travail. Jamais, jusqu'à ce matin-là. Lorsqu'on partit à sa recherche au cimetière, on ne trouva que sa pelle, abandonnée sur le sol, juste à côté d'une tombe ouverte. Mais son corps, lui, avait disparu. Et personne, absolument personne, ne voulut chercher à comprendre ce qui lui était arrivé. Le cimetière de Saint-Étienne semblait plus froid que d'habitude. Ce n'était pas la météo, c'était autre chose, quelque chose qui flottait dans l'air, dans la manière dont les arbres craquaient sous la brise, dans la façon dont le silence s'étendait entre les tombes, pesant, oppressant.
Louis observa la pelle de Monsieur Mathieu. Le manche en bois était ébréché, comme s'il l'avait serré de toutes ses forces avant de la lâcher. À ses pieds, la terre d'une tombe avait été retournée, mais pas avec la précision d'une excavation ordinaire. C'était un trou irrégulier, chaotique, comme si quelqu'un ou quelque chose avait creusé avec frénésie. Paul s'approcha pour examiner de plus près, mais quelque chose dans l'air le fit s'arrêter net. Une odeur pestilentielle, dense, presque insoutenable. « Tu sens ça ?» murmura-t-il en se couvrant le nez avec sa manche. Louis hocha la tête, l'estomac noué. Ce n'était pas une odeur ordinaire. Ce n'était ni de la terre fraîchement retournée, ni du bois en décomposition. C'était plus profond, plus ancien. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il n'y avait aucune trace de Monsieur Mathieu. Pas de sang, pas d'empreinte. Comme si le fossoyeur s'était tout simplement évaporé. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. « Ils l'ont pris », murmuraient les anciens, en se signant d'un geste tremblant. « Celui qui joue avec les morts en subit les conséquences. » Les gens cessèrent d'aller au cimetière. Plus personne ne voulait s'en approcher après le coucher du soleil. Les enfants étaient ramenés à la maison plus tôt, et même les chiens errants semblaient éviter la zone. Louis tenta de garder la tête froide. Il voulait croire que Monsieur Mathieu était simplement parti de son plein gré, qu'il avait peut-être eu un accident et se trouvait quelque part, blessé. Mais la vérité, c'est que personne ne disparaît comme ça. Puis, le coup de grâce arriva. Cette nuit-là, Louis était chez lui, assis à table, une tasse de café tiède entre les mains. Impossible de dormir, ses pensées tournaient en boucle. Le cimetière, la tombe ouverte, l'ombre qu'il avait aperçue quelques jours plus tôt, et ce détail troublant. Malgré le temps écoulé, cette odeur persistait encore sur ses vêtements. Le silence de la maison était réconfortant, jusqu'à ce qu'un bruit le tire de ses pensées. Un coup sec. Louis fronça les sourcils. Le bruit venait de son jardin. Il se leva prudemment et s'approcha de la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau et scruta l'obscurité. Rien. Il soupira, se détournant de la fenêtre, sûrement son imagination qui lui jouait des tours. Mais alors qu'il allait retourner s'asseoir, le parquet grinça derrière lui. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Il n'était pas seul chez lui. Et puis, tout près, dans le silence absolu de la nuit, un murmure s'éleva, bas, traînant, comme si quelqu'un l'appelait par son prénom. Louis sentit l'air devenir plus lourd, plus oppressant. Chaque poil sur son corps se dressa à l'écoute de ce murmure spectral, soufflé à voix basse, comme si quelqu'un était juste derrière lui. Il se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Mais il n'y avait rien, seulement le vide écrasant de sa propre maison. Il inspira profondément, tentant de se calmer. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être qu'il s'imaginait des choses. Mais au fond, il savait que non. Quelque chose l'avait suivi. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Au matin, il retrouva Paul, Marc et Jean dans le bistrot du village. Leurs visages reflétaient la même fatigue et la même angoisse que lui. Aucun d'eux n'avait dormi. « On ne peut pas laisser ça continuer », lança Louis en posant fermement les mains sur la table. « Quelque chose se passe dans ce cimetière, et si on ne fait rien, plus personne n'osera s'en approcher. » Paul détourna le regard, brassant nerveusement son café. « Et tu proposes quoi ?» demanda Marc en plissant les yeux. « Appeler la gendarmerie ? Et leur dire quoi ? » « Bonsoir, monsieur l'agent, il y a quelque chose au cimetière qui vole des os et fait disparaître des gens. » Louis serra la mâchoire. Il savait que personne ne les croirait. « Si on veut des réponses, on devra les trouver nous-mêmes, » déclara-t-il avec fermeté. Jean arqua un sourcil. « Tu veux passer la nuit au cimetière ?»« Oui, » confirma Louis. « Si cette chose revient, on sera là pour l'attraper. » Cette nuit-là, alors que la dernière lueur s'éteignait dans le village et que le silence enveloppait les rues, les 4 hommes pénétrèrent dans le cimetière de Saint-Étienne. La lune, blafarde et lointaine, éclairait à peine les tombes. Une brume rampait sur le sol, se déplaçant avec une lenteur spectrale,
Tout était si calme que le bruit de leurs pas sur la terre résonnait trop fort à leurs oreilles. « On se cache et on attend », murmura Louis, en désignant quelques grandes pierres tombales derrière lesquelles il pouvait s'abriter. Armé d'une machette, Marc se plaça derrière une stèle. Paul et Jean firent de même, contrôlant tant bien que mal leur respiration. Louis, lui, resta en bordure du sentier, les yeux rivés sur les tombes les plus anciennes. Le temps s'étira lentement. Puis, tout bruit s'arrêta. Plus un grillon, plus une brise. Paul déglutit. Et alors, un bruissement. Un pas traînant sur la terre. Et à quelques mètres, juste à côté d'une tombe béante, une silhouette sombre se détacha des ombres. Louis retint son souffle. Le piège avait fonctionné. Mais, et si c'était eux qui étaient tombés dans le sien? « Mon Dieu !» souffla Paul, presque inaudible. Personne ne bougea, personne ne respirait. L'étrange silhouette s'arrêta près d'une tombe fraîchement creusée. Lentement, avec des gestes maladroits, elle commença à fouiller la terre. Pas avec une pelle, avec ses mains nues, le bruit des doigts s'enfonçant dans la terre humide, grattant les restes du cercueil, leur retourna l'estomac. « Ce n'est pas un simple pilleur », chuchota Marc, les dents serrées. Louis le savait. Ce n'était pas un simple voleur de tombes, c'était autre chose, quelque chose qui n'avait pas sa place dans le monde des vivants. Il raffermit sa prise sur son couteau. Il ne pouvait pas rester là, à regarder. Ils étaient venus pour attraper ceux qui profanaient le cimetière. « Maintenant », murmura-t-il en levant la main. Tous se préparèrent. Paul resserra sa prise sur sa pelle. Marc brandit son machette. Jean prit une profonde inspiration. Et alors, les 4 hommes bondirent en même temps. « Arrête-toi là, enfoiré !» hurla Louis. L'être tourna brusquement la tête. Ils n'auraient pas dû le voir. Ils n'auraient jamais dû être là. Ils le comprirent dès l'instant où cette chose posa ses yeux sur eux. Des orbites vides, profondes, noires comme la mort elle-même. Une peau livide, collée aux os, desséchée, comme si ce corps avait été vidé de toute vie depuis longtemps. Mais le pire, ce fut son sourire. Un rictus lent, anormal, une bouche qui s'étirait trop largement, comme si son visage n'avait jamais été conçu pour esquisser une telle expression. Aucun d'eux ne put bouger. Le froid devint insupportable. Un instant, le temps sembla suspendu. Puis la silhouette lâcha son sac au sol. Le bruit sourd résonna dans le silence de la nuit. Quelque chose roula hors du sac et heurta la terre. Un crâne humain. Paul recula, les yeux exorbités. « Non, c'est impossible !» La silhouette incline légèrement la tête, les observant avec amusement, comme si leur terreur l'amusait. Louis sentit sa gorge se nouer. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais la vraie question était, qui avait réellement piégé qui? L'air se fit plus dense, plus oppressant, comme si une force invisible comprimait leurs poumons. Plus personne ne parlait. Le crâne, éclairé par la lumière de la lune, paraissait ancien, jauni, gravé d'étranges symboles comme si quelqu'un avait voulu marquer un sceau sur sa surface. Paul avala sa salive avec difficulté, les doigts crispés autour du manche de sa pelle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La silhouette resta immobile un instant, inclinant à peine la tête, son sourire grotesque toujours figé sur son visage. Puis, elle parla. « Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. » Sa voix n'avait rien d'humain. Ce n'était ni grave ni rauque, c'était creux, vide. Comme si elle venait d'un endroit lointain, d'un lieu où aucune âme ne devrait exister. Louis sentit un frisson glacial lui parcourir la colonne vertébrale. Mais il tenta de garder son calme. « Qui es-tu » demanda-t-il, la mâchoire crispée. L'homme, s'il pouvait en être un, ne répondit pas immédiatement. Son sourire s'élargit encore, révélant des dents irrégulières, jaunies par le temps. « Vous savez déjà qui je suis ?» Paul recula d'un pas, secouant la tête. « Ce n'est pas possible !» Marc, les muscles tendus, leva son machette. « Je me fous de qui tu es, espèce d'ordure !» grogna-t-il. « Tu vas arrêter de profaner ces tombes. L'être ne réagit pas.
Aucune peur, aucune surprise. Il les regardait toujours, presque amusé. « Les morts ne se plaignent pas », souffla-t-il. Louis sentit son estomac se tordre. Cet homme, cette chose, ne se souciait pas d'eux. Il n'avait pas peur, parce qu'il savait quelque chose qu'eux ignoraient encore. Et soudain, le silence du cimetière devint encore plus lourd. Le vent cessa. Les branches des arbres ne bougèrent plus. L'air lui-même sembla suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Et c'est alors que Louis comprit. Ce n'était pas un simple voleur. Ce n'était pas un fou profanateur de tombes. C'était le gardien des os. Un être qui ne se contentait pas de prendre les restes des morts. Il les réclamait comme siens. Paul sentit ses jambes trembler et dut s'appuyer sur sa pelle pour ne pas s'écrouler. « On doit partir », murmura-t-il, le regard rivé sur le gardien. Mais il était déjà trop tard. L'être inclina la tête, son sourire s'étirant encore plus, une expression tordue et malsaine sur son visage blafard. Et avec une intonation presque moqueuse, comme s'il savourait leur terreur, il prononça ces mots. « Vous pensez m'avoir piégé ?» Louis retint son souffle. « Mais je n'ai jamais été captif. » Et soudain, les lampes torches vacillèrent, puis s'éteignirent. L'obscurité les engloutit. Un voile glacé recouvrit tout. Louis sentit sa respiration s'accélérer, sa poitrine se soulever avec difficulté, alors que le froid s'infiltrait jusque dans ses os. Il ne voyait plus rien. Il n'entendait plus rien. Rien qu'un vide absolu. Puis, un son brisa le silence. Quelque chose rampait sur la terre. Louis voulut bouger, mais ses jambes refusaient de lui obéir. L'absence totale de lumière lui donnait l'impression d'avoir été avalé par le néant. « Allumez les lampes !» chuchota Paul, la voix tremblante. Ses mains fébriles cherchaient désespérément l'interrupteur. Marc et Jean firent de même, marmonnant des jurons dans l'obscurité. Louis sentit une goutte de sueur froide lui glisser le long du cou. Puis enfin une première lampe s'alluma. Le faisceau éclaira le sol et révéla quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait voulu voir. Les os. Ils n'étaient plus immobiles. Ils bougeaient. Les fémurs frémissaient légèrement. Les crânes pivotaient, cherchant à se replacer dans une position incompréhensible. Un à un, les ossements éparpillés commencèrent à glisser, à ramper lentement vers le sac abandonné par le gardien des os. « Non !» souffla Paul, la voix brisée. « C'est impossible !» Louis sentit son cœur s'emballer, un frisson d'horreur lui traversant tout le corps. Ses mains moites agrippaient la lampe torche avec force. Et alors, ils entendirent un rire bas, creux, déformé, un son inhumain. La lumière trembla dans les mains de Louis. Il leva lentement les yeux. Mais le gardien n'était plus là. Son corps s'était évanoui, mais sa voix résonnait encore entre les tombes. Les os n'appartiennent pas aux morts. Les 4 hommes ressentirent un frisson identique leur parcourir l'échine. L'air restait oppressant. La brume s'enroulait autour des sépultures, ondulant comme si quelque chose d'invisible s'y mouvait. Et alors, Paul fit ce que personne d'autre n'osait. Il s'approche du sac. « Ne fais pas ça », murmura Louis. Mais sa voix n'était qu'un souffle. Paul avala difficilement sa salive et, d'une main tremblante, tira légèrement sur la toile. L'odeur le frappa de plein fouet, nauséabonde, suffocante, une puanteur de mort ancienne, de décomposition imprégnée jusque dans le tissu du sac. La lumière de la lampe torche illumina l'intérieur. Et à l'intérieur, les os étaient soigneusement agencés, empilés dans un ordre précis, comme s'ils composaient un macabre puzzle. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Au fond du sac, parmi les restes jaunis et fragiles, un crâne plus récent. Un crâne qui ne devrait pas être là. Un crâne dont la fracture était encore fraîche. Louis sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas un crâne ancien. C'était celui de Monsieur Mathieu, et cela ne signifiait qu'une chose. Le gardien des os n'avait pas fini. Il venait à peine de commencer. Le crâne de Monsieur Mathieu reposait immobile parmi les autres ossements, mais Louis ne pouvait en détacher son regard.
Son esprit refusait d'accepter la réalité de ce qu'il voyait. Paul recula maladroitement, comme écrasé par l'horreur de la situation. « Ce n'est pas possible », balbutia-t-il d'une voix brisée. « Ça ne peut pas être réel, mais ça l'était. » Et alors, le rire revint. Ce même rire creux, déformé, résonna dans l'air, flottant entre les pierres tombales. C'était un son impossible, inhumain, comme une tentative grotesque d'imiter l'éclat de rire d'un homme sans en comprendre la nature. Louis tourna sa lampe torche vers la brume, cherchant l'origine du bruit, mais il ne trouva que davantage d'obscurité. « Il n'est pas là », murmura Marc, la voix tremblante. Mais il l'était. Le sol vibra sous leurs pieds. D'abord un léger frémissement, à peine perceptible, puis la vibration s'intensifia. Et soudain, les os éparpillés sur la terre commencèrent à bouger d'eux-mêmes. Un à un, ils se mirent à ramper comme attirés par une force invisible. Les crânes roulèrent lentement, les fémurs glissèrent sur la terre humide. Les os s'assemblaient, ils formaient quelque chose. « Ce n'est pas possible », souffla Jean, incapable de détourner le regard. Mais c'était bien réel. Et alors, le rire s'arrêta. Un souffle glacial, un murmure à la nuque, parcourut le cimetière. Les os n'appartiennent pas aux morts. Le corps de Louis se figea. Sa respiration devint erratique, chaque poil de son corps dressé par une peur instinctive. Puis, il le vit. À quelques mètres, émergeant lentement de la brume, le gardien des os réapparut. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, quelque chose surgissait de la terre, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Les os, autrefois épars, s'emboîtaient maintenant dans une structure squelettique impossible. Ils s'animaient avec une précision effrayante, comme s'ils obéissaient à une volonté silencieuse. Et alors, le crâne de Monsieur Mathieu s'éleva et s'enclencha sur l'assemblage osseux qui se redressait devant eux. Marc étouffa un cri. Ce n'était pas un cadavre ramené à la vie, c'était une aberration. Quelque chose qui n'aurait jamais dû s'éveiller. Le gardien sourit, son rictus figé, ses lèvres sèches prêtes à se fendre sous l'étirement grotesque de sa bouche. « Maintenant, vous comprenez » murmura-t-il avec satisfaction. Louis voulut courir, hurler, mais il ne pouvait plus bouger, car à cet instant précis, la créature acheva sa transformation et ouvrit les yeux. Deux orbites noires, insondables, les fixaient. Puis, la chose prit une inspiration. L'air devint irrespirable. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Une présence qui alourdissait les poumons et glaçait le sang. Louis sentit sous ses pieds la terre frémir légèrement, comme si le cimetière lui-même s'éveillait. L'ossature qui s'était reconstituée face à eux s'étira complètement. Son crâne, celui qui avait appartenu à Monsieur Mathieu, s'inclina légèrement comme s'il s'habituait à son nouveau corps. Ses os craquèrent, non pas dans un mouvement hésitant, mais avec une précision terrifiante. Et puis, il inspira à nouveau. Louis sentit son estomac se nouer. Cette chose n'était pas Monsieur Mathieu. Ce n'était pas un homme revenu d'entre les morts, c'était autre chose, quelque chose qui attendait ce moment depuis longtemps. Le gardien des os observait la scène avec son éternel sourire macabre. Ses orbites vides balayèrent Louis, Marc, Paul et Jean comme s'ils s'amusaient de leur effroi. « Maintenant, vous comprenez » murmura-t-il. « Les os n'ont jamais appartenu aux morts. » Un vent soudain balaya le cimetière, heurtant violemment les pierres tombales. Les bougies déposées sur certaines tombes vacillèrent, puis s'éteignirent. Paul trébucha en arrière, le souffle court. « On se tire d'ici !» cria Marc en agrippant Jean par le bras. Louis peinait à bouger, mais un instinct primal lui hurlait de fuir. Le gardien incline la tête, et le squelette avança. Le son des os qui s'entrechoquaient, glissant les uns contre les autres, donna un « haut le cœur » à Louis. Marc réagit en premier. Il leva son machette et, dans un cri désespéré, se rua sur la créature. La lame fendit l'air, mais ne toucha jamais sa cible. Avant que le coup ne porte, le gardien tendit une main pâle et noueuse. Marc s'arrêta net.
Son corps se raidit, ses muscles se tendirent, comme si une force invisible venait de l'immobiliser, puis, sans prévenir, sa jambe céda. Un craquement sinistre brisa le silence. Son os s'était fracturé. Marc s'écroula au sol, hurlant de douleur. Paul et Jean ne perdirent pas une seconde de plus. Ils tournèrent les talons et prirent la fuite. Louis hésita une fraction de seconde, mais il savait que rester signifiait mourir. Alors, il courut aussi. Les gendarmes arrivèrent au cimetière à l'aube. Paul, Jean et Louis racontèrent tout. Le squelette, le gardien, ce qui était arrivé à Marc. Mais quand les officiers parcoururent le cimetière, il n'y avait rien. Les tombes étaient intactes. Aucun os n'était dispersé, aucune trace de quoi que ce soit, sauf une. Marc était à l'hôpital, la jambe fracturée. Et dans le journal du matin, dans un coin oublié de la dernière page, une brève mention attirait l'attention. Un détenu non identifié disparaît de sa cellule. Aucune trace d'effraction. La porte était toujours verrouillée. Louis relut l'article encore et encore. Et cette nuit-là, alors qu'il essayait de dormir, un vent glacial souffla par sa fenêtre. Et dans l'ombre de sa chambre, il entendit un rire. Bas, creux, distordu. Le gardien des os n'était jamais parti. Il attendait simplement.